tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va excellemment bien. Il fait pas mal chaud, actuellement c'est la canicule en France, donc, donc vous allez peut-être me voir suer pendant ce tournage, pendant cette vidéo, pour ceux qui regarderont la vidéo. Je vais commencer directement par une question que je vous pose. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez admiré quelqu'un pour son succès sans forcément vous préoccuper de ce qu'il a dû mettre en place pour y arriver? Parce qu'on peut apprécier aujourd'hui, admirer pas mal d'athlètes, admirer pas mal d'entrepreneurs, de personnalités politiques, d'artistes, etc. Donc dans ces moments-là, on va beaucoup admirer ce qu'ils ont créé, que soit c'est beau, soit c'est inspirant, soit c'est exactement ce qu'on veut. Mais ouais, je pense qu'on pense trop peu à quelque chose de plus important. C'est qu'est-ce qu'ils ont dû devenir pour avoir ce qu'ils ont actuellement. Donc aujourd'hui, je suis un micro-entrepreneur, mais il y a une raison pour laquelle j'ai décidé de l'être. Parce qu'avant ça, j'étais du coup en études de biologie, en biologie en section internationale, donc ça veut dire que j'avais des cours également en anglais. L'objectif en fait c'était juste de partir à l'international et d'aller directement faire des cours là-bas, me développer, faire un master en neurosciences, doctorat, puis ensuite devenir chercheur dans le milieu. Avant ça, du coup, j'ai fait mon lycée, une partie de mon collège en France. J'ai fait le début du collège, la fin de la primaire au Cameroun. Je ne suis pas originaire du Cameroun, j'ai juste habité là-bas pour me rapprocher de mon père qui travaille actuellement en Afrique centrale et depuis maintenant plusieurs années aussi. Et en fait, comment ça a commencé? Parce que cette envie d'être entrepreneur, en gros chef d'entreprise comme je l'appelais avant, c'est pour une raison assez simple en soi. C'est parce que j'ai toujours été fasciné par les personnes qui entreprenaient. Je me demandais quel niveau de succès déjà ils avaient, parce que forcément, ce dont on entend parler, bah, c'est les personnes qui ont réussi. Et du coup, tout au long de mon parcours, je pense de la primaire à maintenant, bah, j'ai toujours eu comme exemple une personne qui a entrepris quelque chose d'assez important ou qui a innové ou qui a découvert quelque chose. Et pour commencer, je pense, l'un des premiers métiers que j'ai voulu faire, c'est archéologue. Archéologue, je pense, c'est un des métiers où être indépendant, c'est extrêmement important. Pas juste être indépendant dans le statut, mais dans les compétences. La compétence d'être indépendant. Et c'est ça un peu qui m'a fasciné. Bon, déjà, j'étais un fan d'histoire, plus précisément d'égyptologie, donc l'étude qui tourne autour de l'Égypte ancienne. Et en fait, mon focus à ce moment-là, bah, c'était de devenir égyptologue. Pourquoi? Parce que j'aimais bien la civilisation. Je regardais des documentaires, mon père me montrait des documentaires un peu tous les 2, 3 jours, les week-ends. Quand j'étais en primaire, c'était les cours et ensuite le documentaire le soir en mangeant ce goûter, en rentrant de l'école, devant la petite crêpe Waouh, un petit documentaire Arte, ou sinon un documentaire qu'il avait trouvé sur une autre chaîne, je sais plus c'était quoi, Nature et Découverte, là c'est plus les animaux du coup. Euh, mais ouais, en gros c'est cette exposition en fait donc, qui fait au final, qui crée notre envie en fait. Donc l'égyptologie, de là du coup ça a un peu transitionné de fin collège à début lycée, euh, vers quelque chose de complètement différent. Toujours dans les sciences, j'ai toujours été un homme de sciences, c'est pour ça que j'ai fait des études dans les sciences. Vers l'astrophysique. L'astrophysique, donc Albert Einstein, Stephen Hawking, Newton, bref, tous ces grands noms, c'est les noms que je suivais pendant cette période-là, que ce soit sur YouTube en regardant des vidéos, que ce soit du coup à la télé, quand il y avait des documentaires directement. L'espace même en général me fascinait. Savoir qu'il y avait aussi peu de choses qui étaient découvertes aujourd'hui sur l'espace, euh, ça me donnait envie de découvrir le reste. Bon, déjà des petits indices de moi-même qui est cette compétitivité un peu d'entrepreneur. Mais, euh, mais ouais, l'astrophysique, toutes ces personnalités qui ont découvert de nouvelles choses, qui ont mis de nouveaux principes
en lumière, parce que forcément les lois de la nature, elles existent déjà. Les découvertes qu'on fait, c'est juste nous qui avons réussi à les interpréter de façon à ce que tout le monde comprenne. Donc, ouais, juste ça même, c'était un travail encore, une preuve encore que, en fait, juste l'environnement dans lequel on se met, on se baigne, c'est cet environnement-là qui, au final, nous donne ce qu'on veut, ou qui nous déclenche, en fait, cette envie. Mais c'est toujours par rapport à l'environnement. Si on n'avait jamais croisé, par exemple, si j'avais jamais croisé tout ça, toutes ces personnalités-là, et que j'étais plus parti sur du Shakespeare et autres, j'aurais été peut-être dans le théâtre, dans la danse peut-être classique, dans la danse moderne, jazz, etc. Dans la littérature plus. Littérature, je commence à lire pas mal, mais ouais, en gros, l'environnement nous façonne. Nous sommes un produit de notre environnement, comme on dit. Donc ouais. Et un autre point, du coup, c'était après l'astrophysique. Pourquoi du coup je suis parti dans les neurosciences? En fait, juste parce que j'étais un peu dans cette période charnière où, bon, forcément déjà adolescence, et aussi juste plein de choses dans pareil l'environnement qui s'alignaient mais mal. Donc les blocus, les blocus au lycée pour ceux qui les ont connus ou au collège, voilà, c'était drôle. C'était drôle, mais on se pose toujours des questions liées à ça. Donc les blocus, bon, la politique qui faisait son débat avec les gilets jaunes, que ce soit du coup Covid et toutes les mesures mises en place, que ce soit les personnes qui réagissent à ça, en fait, tout ça. Et après, bon, forcément, ce qui se passe à l'international, les conflits, les catastrophes naturelles, toutes ces choses, en fait, créent, en fait, pareil, encore une fois, cet environnement, mais un environnement qui n'était plus un qui me tirait vers le haut, mais un autre qui m'affaissait. Et du coup, dans ce tournant-là, je me suis juste posé une seule question qui m'a fait me diriger vers les neurosciences, et c'est encore une fois une raison pour laquelle l'environnement nous façonne, c'est pourquoi est-ce que l'homme, avec un grand H, l'être humain, agit comme il agit. Et du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé de plus en plus à déjà la psychologie, euh, neurosciences du coup, pour expliquer physiquement, concrètement, physiquement, comment le mécanisme de pensée, du coup, la psychique, la cognition, etc., comment tout ça en fait fonctionnait. C'est du coup la psychologie pour comprendre aussi le schéma de pensée d'un être humain, et au final du coup la philosophie pour les différents courants de pensée, etc., qui ont existé dans l'histoire. Et également aujourd'hui et qui sont encore à découvrir. Et on l'entend même un peu partout, la philosophie de chacun est différente sur les réseaux sociaux, la façon dont quelqu'un va se mettre en avant, dont elle va parler, de quoi elle va parler, etc. En fait, tout ça aussi, c'est la philosophie propre à une personne. Et en fait, ça m'a mené à du coup vouloir travailler dans ce domaine-là, de juste répondre à cette simple question. Pourquoi on agit comme on agit? Pourquoi on répond à des stimuli extérieurs de telle façon et pas d'une autre? Et en fait, voilà, c'est pour ça que je suis parti dans les neurosciences. Et déjà là, mon rêve, c'était, parce que bon, forcément, on est entouré de personnes inspirantes tout le long, on veut devenir comme eux, on veut être grand, et on sait déjà à ce niveau-là que ce n'est pas dans... en tout cas, c'était ma réponse, bien sûr. Tout le monde peut s'épanouir de la façon dont il souhaite le faire. Mais pour ma part, en tout cas, ça allait pas être le salariat qui allait m'amener jusque-là. C'était à l'inverse, du coup, l'entrepreneuriat. Et le fait de créer quelque chose et ensuite de le faire grandir. Et c'est pour ça, du coup, que je me suis mis comme objectif, du coup, quand j'étais au lycée, de quand je serai à l'université, de faire mes études, aller jusqu'au doctorat, etc. Et en plus de ça, du coup, construire mon entreprise. Maintenant, bémol, quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu que la charge de travail était immense. En tout cas, immense comparé à ce que je faisais déjà avant, parce que je révisais jamais pour les cours. Au lycée, j'y allais un peu en mode YOLO, ça passait les évaluations, le bac, je l'ai eu avec pas mal de facilité, avec une mention également. Bon, assez bien. C'est quand même ça. Mais
Mais du coup, là, j'ai vu qu'à l'université, surtout pour le niveau d'ambition que j'avais d'aller jusqu'au doctorat, bah, dès le début, en fait, il fallait que je fasse les choses bien. Mais du coup, qui disait faire les choses bien, disait faire complètement l'inverse de ce que je faisais au lycée, au collège, etc. Donc, c'est-à-dire une routine que je m'étais créée avec l'école, bah, je devais la briser complètement et devenir tolérant avec l'effort. Et bah, du coup, ça a cassé. Ça a cassé, j'ai fait ma première année quand même. J'ai réussi ma première année, j'ai fait ma deuxième année. Et du coup, c'est là où ça a cassé, où les partiels, pour moi, ont été un moment extrêmement, peu importe, première année comme deuxième, un moment où j'ai dû mettre énormément d'énergie pour rattraper le retard que j'avais pris sur les révisions. Les cours, j'adorais ça. Les cours, j'étais tout le temps là, à répondre, poser des questions. Bien sûr, entre-temps, on s'amuse aussi avec les copains. C'était bah, ouais, plein de TP, de travaux pratiques, de travaux dirigés qui étaient trop bien aussi à faire. Surtout les TP de 8 heures. On était en laboratoire pendant 8 heures, on avait nos fiches avec du coup les protocoles, les objectifs, la petite histoire de raconter. Et franchement, c'est vraiment bien. Juste les partiels du coup qui m'ont eu. Je pense ouais, que c'était en fait juste ce contraste entre la personne que j'étais et la personne que je devais devenir qui a rompu un peu mon entrain. Et du coup, bah, j'ai eu la volonté d'arrêter mes études au premier trimestre de ma deuxième année. Et à partir de là, du coup, j'allais plus aux cours magistraux, j'allais que au TD et au TP. Je faisais encore mes évaluations, j'ai eu ma deuxième année pour le coup. Mais voilà, à partir de là, c'était déjà acté en fait pour moi à Noël. C'était acté que je n'allais pas y retourner. Et du coup, après ça, bah, c'était quartier libre. J'ai autant de temps que je peux avoir et que j'aimerais avoir. Mais du coup, à ce moment-là, bon, je savais toujours pas encore comment créer une entreprise, comment commencer une activité, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut emmagasiner comme information, faire des études de marché, trouver des partenaires, ou sinon si on se lance tout seul, trouver du coup le matériel, peu importe le domaine, parce que j'avais pas forcément d'idée du domaine dans lequel j'allais faire ça. Et en gros, quand je me suis lancé dedans, bah, je me suis lancé un peu dans le vide. Du coup, comme le vide, ça fait peur, et ben on s'en éloigne petit à petit pour garder un peu notre safe space, comme on dit. Et du coup, bah, je me suis redirigé vers ce qu'il y a de plus sécure, entre guillemets, même si mon avis a changé entre-temps, bah, le salariat. Et du coup, j'ai cherché bah, à juste trouver des CDD ou des temps partiels et voyager. Travailler, voyager, le voyage, j'ai toujours aimé ça, aller autre part, voir d'autres cultures, etc. En fait, tout ça, ça m'a toujours stimulé et donné envie de découvrir davantage. Et j'avais cette certitude que le voyage et de ce que j'allais voir là-bas, de ce que j'allais peut-être expérimenter là-bas, bah, allait me donner une idée de ce sur quoi j'allais me lancer en tant qu'entrepreneur. Mais du coup, avant que je fasse même mon premier voyage, même mon premier job, bah, je suis tombé bon, sur cette opportunité du coup d'entrepreneuriat que j'ai actuellement. Et du coup, là, bah, je suis en voie pour réaliser mon rêve d'être chef d'entreprise un peu partout dans le monde, d'avoir mes agences, d'avoir plusieurs entreprises dans des domaines différents également à l'avenir, hein, bien sûr. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les plus gros entrepreneurs bah, ont juste tryhard une seule entreprise, un seul domaine dans lequel ils étaient très bons. Ils ont maximisé dessus sur 10, 20, 30 ans et ensuite se sont diversifiés. Donc c'est bah, également ce que je veux mener, quoi. Donc maintenant, pourquoi en fait j'ai décidé de mettre ce podcast-là en place. Euh, pour la première raison déjà, mon développement personnel. Mon développement personnel dans le sens où, parce que je sors de ma zone de confort également en faisant ce podcast, où je suis tout seul dans une pièce avec juste mon téléphone, une caméra devant moi, à devoir parler pendant des heures et à devoir éditer tout ça ensuite. C'est pas forcément ce vers quoi je pensais aller un jour, mais le fait de le faire aujourd'hui, ça me permet justement de
devenir petit à petit la personne que je souhaite devenir, qui du coup est moins amené à freiner devant une opportunité. Même si l'opportunité est bonne, j'ai beaucoup eu l'occasion de freiner devant une opportunité qui était très bonne, parce que l'opportunité dans laquelle j'étais déjà me suffisait, entre guillemets. Du coup, c'est même cette volonté personnelle de vouloir faire plus et vouloir réaliser plus et vouloir du coup devenir meilleur. Le deuxième objectif, c'est pour vous de me suivre pendant cette épopée un peu, puisque tout le but du podcast tournera autour de cette transformation de moi actuellement, de ce que je créerai éventuellement, et bien sûr du coup de la personne que je deviendrai au fur et à mesure du temps. Donc c'est en fait cette opportunité-là du coup du podcast, de vous pouvoir suivre, que moi je puisse vous montrer cette évolution, pour que si jamais une personne commence à regarder le podcast dans 2, 3, 4 mois, quand il y aura déjà une dizaine peut-être d'épisodes, qu'elle se dise ok, je veux la suivre du début et moi aussi je veux réaliser la même chose. Moi aussi je veux me transformer. Moi aussi je veux plus. C'est exactement ce que je veux. Du coup, comme j'ai pu le mentionner aussi un peu plus tôt, j'ai repris la lecture de livres. Pourquoi? Parce que les vidéos c'est très bien. Les vidéos c'est très très bien, bien sûr. Sauf que je me sentais passif devant regarder des vidéos YouTube, même si en termes de connaissances, le temps qu'on met à accumuler les connaissances qu'il y a dans la vidéo est beaucoup moins grand qu'en lisant un livre. En fait, c'est moi juste parce que j'ai jamais pris l'habitude de lire un livre. Du coup, je prends énormément de temps à lire un livre. Mais même juste ça, du coup, de me mettre à lire un livre, de me mettre à chercher l'information autre part qu'en vidéo, ça me pousse également à devenir meilleur, puisque là, du coup, j'ai l'opportunité de lire une biographie et je vais commencer du coup à lire plusieurs biographies, pas juste des livres qui citent le top 5 des choses à faire en tant qu'entrepreneur pour réussir, le top 5 des choses à éviter, pas me focaliser sur ça, non, mais plus sur l'expérience humaine que c'est de se transformer en fait. Et, et c'est du coup pour cette raison que je commence aussi par le livre de Michelle Obama actuellement, Devenir, qui en fait récap son histoire de elle quand elle était toute petite, ça veut dire maternelle, primaire, jusqu'à elle, première dame des États-Unis avec Barack Obama, et elle du coup après la présidence aussi de Barack Obama. Donc comment elle a pu, dans ce condensé en fait de 300-400 pages à peu près, de son parcours. Et jusque-là, je suis à la 80e page, il me semble, actuellement. Et ça fait quoi, 2 semaines que j'ai reçu le livre. Et franchement, j'aime beaucoup jusque-là. Que ce soit même juste voir que même Michelle Obama, la femme, je pense, ou une des plus inspirantes qui existe aujourd'hui sur Terre, comment elle a pu devenir la personne qu'elle est actuellement, quoi. Et en fait, moi, c'est plus ça qui m'intéresse aussi dans le parcours en général. C'est pas juste de voir la destination, mais c'est aussi de voir en fait ces étapes qui ont permis d'arriver jusqu'à cette transformation. Et en fait, de voir la biographie de plusieurs personnes, j'ai commencé dès celle de Barack Obama également. Je vais également lire, je pense, celle de Napoléon qu'un associé avait lu et du coup nous a recommandé. Euh, Pas mal en fait de biographies comme ça juste à ingérer pour aussi s'inspirer des expériences des autres pour déjà éviter de faire les mêmes erreurs, mais surtout aussi pour juste euh, montrer que c'est possible. Et du coup, moi, m'en inspirer. En fait, c'est comme ça que je trouve mon inspiration en voyant que d'autres personnes l'ont fait. Donc, moi aussi, je vais le faire, mais du coup, encore mieux. Comme on dit, watch, copy and beat. Watch, observer, copie ce qu'ils font de bien, et beat, fais-le encore mieux que eux. Pour du coup, juste améliorer en fait les procédés. Et peut-être quelqu'un du coup verra ces épisodes-là et du coup me verra, me copiera et me battra un jour. Indirectement, on peut le dire, hein, ce podcast est en quelque sorte mon autobiographie pour le coup, puisque ce sera à partir de maintenant du coup, mais mon autobiographie de maintenant à
la personne que je deviendrai plus tard et du coup ce parcours qui ne sera pas raconté de façon écrite éventuellement peut-être si j'ai envie en fait un jour de commencer à écrire un livre. Mais même juste là actuellement ça me permet d'avoir dès cette étape où je suis encore baby entrepreneur comme on dit, vraiment tout petit dans le milieu, jusqu'à ce que je devienne une personne qui est grande. Mon objectif, c'est les 100 millions avant mes 35 ans. J'en ai actuellement 23 du coup depuis 2 semaines. Donc si cet objectif il est atteint, du coup que vous puissiez voir en fait le parcours que ça aura demandé d'y arriver quoi. Et du coup récemment je me suis également inscrit et pareil, pas trop au début dans cet effort de transformation et de devenir une meilleure personne, juste de reprendre une activité sportive. Pendant 1 an et demi j'avais arrêté d'aller à la salle parce que du coup mon activité actuelle prenait beaucoup plus de temps que j'en avais de disponible. Du coup la salle j'ai dû arrêter. Dans mon activité, je fais quand même pas mal de sport, donc en soi, j'ai gardé une activité, mais en fait, je voulais quelque chose qui était complètement distinct de, de ce que je fais actuellement, quoi. Et en fait, pourquoi je parle pas précisément de ce que je fais actuellement, parce que j'en parlerai dans de prochains épisodes. Donc, au moins, garder le suspense, comme on dit. Si vous voulez un peu de foreshadowing, marketing. On va rester sur ça. De toute façon, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir hein, tout ce que je fais. Donc sur le compte Insta et du coup dans le podcast. Le compte Insta, c'est goldenage.g2c. Voilà. Ou GAC. Je sais plus trop. Et du coup, ouais, donc j'ai repris une activité sportive. Une activité sportive que je détestais faire avant, et courir. Dit comme ça, c'est comme ça en fait que je me parlais du sport, du coup forcément j'avais pas l'envie. Maintenant ça fait depuis mars que je cours, une fois par semaine les dimanches. Ou avril. Avril c'était. Avril. Et pourquoi du coup j'ai décidé de reprendre cette activité sportive? Déjà parce que la pression mentale, en tout cas la charge mentale que représente l'activité actuelle que je fais, me demandait même m'implorait que je me distrais au quotidien, que je fasse autre chose que juste ce que je fais actuellement. Du coup, je me suis dit, allez, let's go. Avec du coup pas mal d'autres associés, on fait une fois par trimestre ce qu'on appelle un week-end core. Donc, c'est-à-dire avec les personnes qui sont un peu le cœur du groupe dans lequel on est. Du coup, se rejoindre entre nous, du coup, s'entourer des meilleurs, de personnes ambitieuses qui cherchent à construire quelque chose, à grandir. Et du coup, avec ces personnes-là, partir directement un peu en retraite. Donc, ça veut dire qu'on va faire des formations par les personnes les plus expérimentées, par d'autres directeurs peut-être, faire des formations du coup sur la partie plus management, gestion d'équipe, sur la comptabilité d'entreprise, sur un peu toutes ces choses-là, histoire de nous exposer, même si c'est pas forcément à leur niveau auquel on le fait actuellement. En tout cas, aujourd'hui déjà pouvoir avoir un aperçu de ce que ça représente en fait de gérer une entreprise. Et bien sûr que c'est des actions qui peuvent être faites à toutes les étapes, que ce soit du tout début jusqu'à entre guillemets l'étape finale, même si on n'a pas. Donc ça, après c'est aussi du coup l'occasion de créer cet environnement sain en fait, à travers du coup les habitudes alimentaires et également à travers l'activité sportive. Et du coup c'est là où en fait les premiers matins on va courir. En général ça dure 3 jours. Le deuxième jour au matin on va courir. Et du coup ce jour-là, avec une autre associée, on s'est décidé de continuer à courir tous les dimanches. Et depuis en fait j'ai commencé à courir et en mai, une chargée de recrutement du groupe dans lequel je suis actuellement, elle a décidé de s'inscrire au marathon de Londres. Et du coup j'ai également décidé de m'inscrire au marathon de Londres. Bon, elle m'a un peu forcé la main, mais franchement je suis pas contre. On a eu les résultats en plus là hier. Bon, malheureusement j'ai pas été retenu, elle non plus, pour faire le marathon de Londres. Et du coup là on est en train de viser le marathon de Berlin.
aura lieu fin de l'année prochaine. Et ouais, du coup, pourquoi m'être lancé en fait dans cette aventure de marathon? Au début, c'était vraiment juste pour en réaliser un dans ma vie. Et plus je cours, et c'est même un peu ces entraînements qui m'ont donné l'idée en fait de commencer ce podcast, dans le sens où la transformation déjà entre juste physique du mois de mai, on va commencer, du mois de mai à maintenant mi-juillet, et la transformation même mentale de moi début mai qui était extrêmement impatient, qui voulait que les courses se terminent rapidement alors que c'était de l'endurance, qui avait du mal à suivre le cardio, etc. À moi maintenant qui zéro problème sur le cardio, le physique il progresse très bien, mentalement pas de limite, on suit les entraînements, la discipline elle est présente. En fait, cette transformation déjà est énorme, et de voir en fait la, la quantité de travail sur soi-même à faire avant de faire quelque chose comme un marathon qui est magnifique à réaliser dans une vie, surtout un des 7 majeurs, un des 7 grands marathons, du coup c'est aussi ce pourquoi j'ai décidé de faire ça. Voilà, donc c'est pour ça que je commence maintenant mon autobiographie avec cet épisode-là. Donc bien sûr le but du podcast, ce ne sera pas de documenter uniquement l'arrivée, parler en tant que la personne qui a réussi, mais plus du coup vous pouvoir suivre mon ascension jusqu'à du coup la personne que je souhaite devenir. Donc pour commencer, aller directement dans le vif du sujet, ça va être le thème du coup du premier épisode, la transformation, le chemin, plutôt que le succès, la réussite, la fin. Aujourd'hui, à mon avis, et bon je pense que c'est même pas juste mon avis, on admire ce que les autres ont réalisé, mais on ne fait pas suffisamment se focus sur ce qu'elles ont dû devenir pour avoir ce succès-là. Donc je vais prendre l'exemple assez simple d'une personne par exemple qui vous conduisez à un feu rouge, s'arrête juste à côté de vous, vous tournez la tête, vous voyez une Ferrari. Première chose qu'on se dit, ok, belle voiture déjà, belle voiture, ça dépend de laquelle, mais belle voiture, on va dire que c'est une La Ferrari. Franchement moi je l'aime bien. Mais surtout, waouh, il doit être très riche. Mais du coup, cette personne, pour avoir une Ferrari, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû être disciplinée. Elle a dû faire preuve de patience, j'imagine. Elle a dû avoir des erreurs. Elle a dû rater une fois dans sa vie. Elle a dû perdre son attitude. Elle a dû devoir la retrouver, même si elle n'était pas dans la volonté de vouloir la retrouver. Même si elle était plus confortable de s'apitoyer sur soi-même que juste avancer. Et du coup, on va pas forcément penser à ça, on va juste penser à son état actuel. Donc là, bon, forcément, la voiture, elle est très visible, mais la transformation, non. Donc, pareil, hein, si on parle d'athlète, par exemple un marathonien, disons que moi, actuellement, j'ai déjà fini le marathon de Berlin, si j'ai terminé le marathon, je reçois une médaille. Mais les personnes du public, eux, verront juste quelqu'un qui a fini un marathon, qui a réussi et qui a récupéré une médaille. Mais ils ne verront pas du coup tous les entraînements sous la pluie, qu'ils ne verront pas tout l'acharnement que c'était, la discipline à mettre en place, quand on n'avait pas envie de se lever le matin pour aller courir, quand même y aller, même sous les chaleurs de canicule, continuer à y aller. En fait, toutes ces choses-là, pareil, ils ne les verront pas. Mais par contre, la médaille, elle qui est très brillante, forcément, on la verra avant tout. Et on peut même faire du coup cette activité un peu entre nous. Si je vous demande là tout de suite de me décrire Elon Musk, vous me décrirez Elon Musk comme une personne, bon, sans forcément d'attache politique ou autre, comme une personne qui a réussi dans la vie, qui est le plus riche au monde, qui possède Tesla, qu'on voit partout dans les rues, qui possède SpaceX, qui met des puces, ou en tout cas qui développe des puces qui permettront aux capacités du cerveau de se développer davantage, ou en tout cas de pouvoir faire le lien entre la pensée et le matériel extérieur. Mais au final, on ne verra pas, sauf s'il il en a parlé forcément, mais si on n'est pas forcément intéressé par ça, on ne verra pas en fait cette partie-là du bonhomme. Donc
Pareil, hein, on peut penser par exemple à décrire un David Goggins, pour ceux qui le connaissent. On le voit comme le gars aujourd'hui qui finit des ultramarathons, des trails de fou furieux où il traverse la route 66 à pied, où il fait le tour des États-Unis à pied, je sais pas, le tour de la Terre à pied un jour, qui sait. Mais, euh, mais on le voit comme ce produit fini, mais lui-même le raconte au quotidien encore et encore, avec du coup sa hargne et du coup sa colère intérieure un peu de son parcours en fait. Qu'est-ce qui lui a permis d'arriver jusque-là? La discipline. Et en fait, c'est un peu son mot à lui. La discipline, il est plus connu pour ça aujourd'hui pour moi que juste en fait les accomplissements qu'il a dû réaliser, quoi. Donc ma question pour vous, bah, c'est au final, quand a été réellement la dernière fois où vous avez plus pensé, où vous avez plus félicité une personne bah, pour la patience qu'elle a dû avoir lors d'une épreuve, pour la gentillesse qu'elle a dû avoir lors d'une interaction, pour la gestion d'émotions qu'elle a pu avoir, même si elle était minime, sur une situation où elle aurait pu la perdre. En fait, toutes ces petites choses du quotidien, ces petites actions qui faut qu'on s'améliore et qu'on se rapproche de la personne qu'on est après, quoi. Donc, comme j'ai dit, oui, j'ai décidé de courir un marathon. Donc, en général, quand on pense marathon, je sais que parmi les personnes qui sont en train de regarder l'épisode, on peut être du coup toi-même, vous dites un marathon, c'est long, c'est énorme, c'est pour moi irréalisable. Certes, si vous êtes jamais entraîné, c'est sûr. Même pour moi, actuellement, c'est pas réalisable. Les 10 km déjà, c'est un petit challenge. Bon, pas autant, je peux monter au moins à 15, peut-être 20 km, faire un semi actuellement. Mais en tout cas, le niveau du marathonien, pour moi, est encore un objectif réalisable, mais qui va demander énormément de travail. Je suis loin de l'être. Mais du coup, ouais, les personnes, quand on va penser marathon, en général, et c'est normal, vont penser à la journée de course. Donc c'est 2 heures pour les meilleurs, 3, 4, 5, 6 heures maximum de course, c'est énorme. C'est le beau temps, c'est le public en euphorie, c'est les proches qui sont présents pour nous encourager à chaque étape, c'est l'arrivée flamboyante, magnifique, plein d'émotions, full d'enthousiasme, même juste ce sentiment d'accomplissement personnel. Tout ça, en fait, ça représente un marathon. Mais en soi, dans la réalité des faits, pour arriver à ce niveau-là, et je pense que ça a été l'histoire un peu de pas mal de marathoniens dans le passé, et même actuellement, c'est que les débuts n'ont jamais été ce que la fin est maintenant. Donc ça veut dire que moi, par exemple, dans mes débuts, je courais en Timberland. Donc les bottes, pas les chaussures, les bottes. Parce que c'était mes chaussures pour le travail. J'avais pas forcément investi dans des chaussures de course à ce moment-là et même si elles étaient légèrement lourdes, elles me freinaient pas réellement. Mais du coup, courir au début avec des Timberland, même juste à imaginer ça, même maintenant que j'ai des meilleures chaussures pour courir, je me dis c'est une dinguerie quand même d'avoir fait ça. Mais ouais, même en soi, de changement de la Timberland à la chaussure de course au final, j'ai pas senti la différence. Donc en vrai, c'est le matériel forcément aussi qui va importer. De ne pas l'avoir dans les débuts, c'est aussi, on va dire, un challenge, un effort et surtout bah, peut-être se rapprocher aussi de la blessure et au final, ce qu'on ne souhaite pas avoir, quoi. Ou même freiner sa progression. C'était également bon, courir avec un téléphone qui était cassé, donc pas cassé physiquement, mais qui en fait rebootait toutes les 2 3 minutes et qui était très embêtant, qui surchauffe constamment. Donc avec Strava, bah, je pouvais pas suivre en fait mes datas, mes chiffres au quotidien, en tout cas hebdomadairement, sur les courses que je faisais. Ou sinon quand je le faisais, bah, juste je regardais l'heure pour voir depuis combien de temps je suis en train de courir et juste bah, continuer et juste essayer de maintenir un rythme qui est régulier avec une allure qui est plutôt conversationnelle. Donc ça veut dire pouvoir courir et en même temps pouvoir parler avec quelqu'un tout au long de la course. Donc
plus ça même, c'était un bon challenge aussi, bon, surtout de patience à ce moment-là, de pas péter un câble parce que ton téléphone a redémarré alors que tu n'avais toujours pas checké. Et surtout que le redémarrage Apple, quand il surchauffe, il est long, long de fou. Donc ouais, c'était tout ça dans les débuts, en tout cas dans le premier mois en fait de course, c'était ça. Mes challenges, c'était également de ne pas avoir de vision hein, forcément sur les objectifs. On se lance un peu dedans, on se dit, allez, on va faire un marathon d'ici l'été prochain, en tout cas l'été prochain, l'été de l'année d'après. Et on se dit, ok, je me suis mis cet objectif. Franchement, pour moi, le marathon, c'est extrêmement ambitieux, en tout cas pour le mois de ce moment-là. Extrêmement ambitieux, voire quasi irréalisable. Mais du coup, de me l'avoir donné comme objectif, c'est que je dois quand même le faire. Est-ce que je vais réussir à le faire dans les temps? Est-ce que je vais être suffisamment bon assez vite pour pouvoir en juste un an être capable de faire un marathon? Maintenant, je peux le dire oui, largement. En 2-3 mois, je fais la moitié d'un semi. Le semi, je vais le faire en septembre du coup, donc d'ici là à septembre, ce sera largement faisable. Euh, mais en tout cas, ouais, ce manque de vision aussi est une chose en fait. Et cette incertitude et cette peur en fait de se dire ouais, est-ce qu'on est capable de douter de ses propres capacités, de sa progression, de voir que sur sa toute première course, on arrive uniquement à courir 30 minutes, 5 km, avec 2 pauses de 2 minutes au milieu, un rythme de course très irrégulier et un rythme cardiaque et respiratoire complètement, excusez-moi du coup de l'expression, fucké. De partir de ça et de quand même continuer la semaine d'après à aller courir et la semaine d'après à aller courir et la semaine d'après à aller courir, c'est pas tout le monde. C'est pour ça que les résolutions du nouvel an ne tiennent pas pour 80% des gens, je dis un chiffre à la volée comme ça, mais pour 80% des gens, c'est justement parce que on a l'ambition, on a l'énergie, on a la volonté, mais quand l'action commence à être mise en place, une action, ça demande de l'énergie. Tout travail demande de l'énergie. C'est ce qu'on apprend en physique en premier, en thermodynamique. Donc là, c'est la même chose. Ce travail-là demande de l'énergie. Du coup, l'énergie qu'on met, forcément, souvent dans les débuts, est énorme comparée aux résultats. C'est une des directrices du business dans lequel je suis en marketing en Belgique qui m'avait dit ça il y a quelques semaines de ça. Pour quitter la Terre, une fusée utilise 80% de son essence. Juste pour quitter la force d'attraction de la Terre. Mais pour parcourir tout le reste du chemin jusqu'à la Lune, elle utilise que 20% de son essence. Et pour le retour aussi. Donc, se dire à quel point, forcément dans les débuts, l'énergie est énorme, c'est normal. Même une fusée dépense 80% de son essence juste dans le départ. Juste pour quitter l'atmosphère. Alors qu'elle n'a même pas fait, je pense, 2% du trajet à ce moment-là, 3%. Donc ouais, ça aussi c'est une chose à prendre en compte quand on commence à faire de la course, quoi. Et au final, ouais, c'est pas juste cette transformation physique en fait de j'arrive à avoir le bon cardio, mes jambes suivent le rythme, j'ai maintenant plus de problèmes à garder en fait cette patience et cette détermination et cette discipline. Donc là, et surtout, c'est plus trop cette transformation physique en fait qui m'importe en réalité, c'est juste cette capacité de progression mentale qui est énorme et qui est en fait juste devant moi, quoi. Et du coup, le plus je me suis entraîné et le plus j'ai réalisé que l'entraînement ressemblait énormément à l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup les gens vont se demander comment faire de l'argent, comment être riche, quel est le business parfait à lancer pour faire l'argent le plus vite, quel est le business le plus parfait pour être stable et n'avoir aucune incertitude, quelle niche trouver, quel business model trouver. Donc en soi, ce ne sont pas forcément de mauvaises questions à se poser, puisqu'éventuellement il faut se poser ces questions-là. Mais je ne pense pas que ce soit les premières questions à se poser. La première pour moi, la
plus importante question à se poser dans les débuts, c'est qui est-ce que je veux devenir? Lister des caractéristiques de cette personne-là et éventuellement, elles t'aideront à t'orienter vers la niche que tu souhaites, en tout cas qui te convient, dans laquelle tu t'épanouiras, le business model du coup qui sera convenable, du coup tu trouveras le business parfait pour toi et éventuellement du coup tu feras l'argent qu'il te faut si c'est à but lucratif. Du coup, bon, j'ai listé un peu des compétences qu'il faut pour ma ligne de business actuelle. Donc c'est par exemple la patience. Donc savoir faire preuve de patience, surtout dans les moments où on est des personnes plutôt rouges. Donc ça veut dire dans les profils 10 que rouge c'est la personne qui est extrêmement compétitive, mais du coup une personne qui a beaucoup d'attentes et qui quand elles ne sont pas satisfaites se frustre rapidement. Du coup savoir être patient dans ces moments-là, c'est également la discipline de tout le temps faire les mêmes choses et surtout les bonnes choses constamment, même si elles sont simples et même si on réussit du coup de continuer à les faire aussi bien et pas de les modifier. Donc c'est pareil, cette constance dans les efforts, dans l'énergie mise, comme on dit, 100% d'efforts aux bons endroits. Et bien sûr, après la résilience, même si dans l'échec, même si dans les erreurs, même si dans les résultats négatifs, même si dans les années compliquées, continuer en fait de mettre les actions en place parce qu'on sait qu'elles sont bonnes et parce qu'on sait que éventuellement la personne qu'on va devenir après ce challenge sera plus solide et du coup atteindra son objectif plus facilement, quoi. Donc, bien sûr l'humilité, hein. La communication est extrêmement important, surtout pour les profils bleus, les profils disques bleus, les personnes qui sont très analytiques, qui sont très stratèges, qui sont très carrés, comme moi. Du coup, de savoir, et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, savoir du coup adresser un message, savoir faire preuve d'intelligence émotionnelle envers les gens, savoir faire preuve de patience également dans certaines situations, ça renvoie à ce que j'ai dit avant. En fait, toutes ces petites choses-là cumulées, c'est en général ce qui est nécessaire pour, je pense, tout type de métier, toute ligne d'activité, mais plus particulièrement dans ce que je fais actuellement, quoi. Et même juste dans l'activité que je fais, je le développe déjà. Et après, c'est le raccourci de rajouter un sport à côté qui te permet de les développer encore plus, de commencer une autre activité, par exemple un podcast, pour commencer à développer encore plus certains points. Juste ces petites choses-là font que on s'améliore. Donc, bien sûr, hein, c'est évident, aucune de ces compétences n'apparaît dans notre balance de compte en banque. Mais en tout cas, c'est ce qui le fera grandir. Ok, bon, maintenant une question que je pense quelques-uns se sont posées. C'est le nom du podcast. Golden Age. Pourquoi? Bon, pour ceux qui sont déjà bilingues, vous l'avez traduit, ça veut dire l'âge d'or. L'âge d'or, souvent, c'est un peu représenté comme étant l'apogée, comme étant la période après coup de prospérité d'une civilisation, d'un empire, d'un royaume, ou même juste d'une personne, peu importe. Moi, je l'interprète un peu différemment. L'âge d'or, pour moi, c'est la période de progression. Pourquoi? Parce que tout simplement, et je pense que peut-être vous l'avez entendu parler si vous êtes un peu fan d'histoire, si vous suivez un peu tout ça, l'empire arabe, la capitale, Bagdad, le centre du monde, il me semble que c'était du 11e, 12e siècle, je ne suis pas trop sûr, jusqu'au 15e. Juste checker peut-être la timeline, mais on est par là, voire peut-être un peu avant. Et en gros, cette période-là, c'était, je pense, la période de prospérité justement de l'Empire arabe et surtout d'un des empires qui a le plus fait avancer le monde, techniquement, intellectuellement, financièrement, économiquement, etc. Pourquoi? Parce que c'était la période où, comme c'était le centre, le Moyen-Orient, le centre de 3 continents énormes de culture, de civilisation, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tout passait par là. La route de soie passait par là, tout passait par là. Et du coup, c'était un peu le point de rencontre, la rotonde pour tout. C'était du coup l'endroit où les marchands se retrouvaient, échangeaient des produits. C'était l'endroit où les intellectuels, les philosophes, etc.
se rendaient dans les universités pour travailler sur des domaines différents, mais ou sinon des domaines similaires et du coup mettre en commun leurs connaissances, faire avancer la partie plus intellectuelle. C'est aussi le moment où du coup il y avait davantage de croisades, davantage d'expéditions, de découvertes. C'était en fait un peu cet essor et du coup ce travail commun fait par des personnes venant un peu du monde entier à ce moment-là, en tout cas découvert, qui a fait en fait la croissance de la civilisation humaine également, en tout cas qui en a pas mal participé. Et c'est là où, pour moi, en fait, l'âge d'or, je l'interprète plus comme ça. Et c'est du coup ce qui m'a donné envie de donner le nom. Déjà à mon activité actuelle, où du coup mon entreprise s'appelle Golden Age, mon équipe, et également du coup me donner l'inspiration pour le podcast, puisque c'est littéralement moi qui vais documenter ma croissance et du coup ma prospérité éventuelle. Donc en soi, ouais, c'est un peu plus du coup la culture qui m'a inspiré dans cette époque-là du monde. C'était pas mal du coup cet effort de curiosité, c'est en fait cette volonté d'amélioration, d'échange intellectuel, de croissance humaine, de conquête, des choses que j'ai pu lister un peu comme ça sur cette époque-là qui en fait m'ont inspiré actuellement. Et ça signifie pour moi que c'est pas en fait le but d'arriver à une destination, mais de devenir quelqu'un. Du coup, bon, comme j'ai pu le mentionner avant, ce ne sera pas un podcast sur comment devenir riche, loin de là, ni sur comment trouver le business parfait, ni sur les life hacks du quotidien, mais ce sera plutôt sur devenir. Un peu comme le titre du livre de Michelle Obama actuellement, devenir une personne qui est capable de générer ce qu'elle souhaite. Peu importe si c'est financier, peu importe si c'est juste relationnel, peu importe si c'est juste un statut, si c'est juste construire quelque chose de non lucratif, peu importe. Juste devenir quelqu'un. Et du coup, les différents sujets qu'on va aborder dans cette saison, le podcast fonctionnera en saison. Du coup, cette saison-là, je vais aborder un peu juste les bases. Donc, les bases, ça veut dire quoi? Ça veut dire la discipline, la confiance, le leadership, les relations, l'échec, avoir un pourquoi, l'ambition, la communication et l'entrepreneuriat. Je vais aborder ces 9 sujets différents lors de ce podcast, en tout cas de cette saison de podcast, pour que vous puissiez suivre en même temps que moi ce que j'ai pu apprendre et ce que je vais développer avec le temps. Du coup, ce que je souhaite que vous fassiez pour les 7 prochains jours, c'est que vous écriviez une action dont personne ne s'est rendu compte, mais qui vous a rapproché de la personne que vous souhaitez devenir. Donc là, ça veut dire qu'on ne va pas parler de réussite visible, mais des actions invisibles qui ont été mises en place. Donc, par exemple, si vous voulez que je vous cite des exemples, ça peut être la patience au lieu de réagir. Ça peut être une promesse même tenue envers vous-même, de l'écoute plus que d'avoir parlé et contrôlé une conversation, d'avoir admis une erreur lors de la semaine. Et du coup, à la fin de la semaine, ce que j'aimerais que vous mettiez en commentaire de ce podcast, ou même que vous m'envoyiez en message sur le compte Instagram de Golden Age, c'est si jamais personne n'avait vu votre action, est-ce que cette action que vous avez mise en place, elle aurait quand même valu le coup?